Bonjour Jean-Paul, comment vas-tu? Très bien, et toi, comment ça va? Ben, ça va bien, merci de nous avoir permis de faire cette interview, de nous donner ce temps-là. Merci d'avoir pensé à moi. Ben, avec plaisir. Peux-tu parler de toi, te présenter un peu? Ça, c'est difficile, mais je vais essayer. Je m'appelle Jean-Paul Plat, les étudiants m'appellent JPP. Voilà, ça veut dire quand je suis pas en pompe que ça peut vouloir dire j'en peux plus non plus. Voilà. Autrement, moi, je suis réunionnais. J'ai grandi, vécu à La Réunion, été travailleur social à La Réunion, enfin, etc., pendant de très longues années. Voilà. Et puis, je suis venu à Toulouse, maintenant ça fait une vingtaine d'années. Et très rapidement, en dehors de ma passion du handball, j'ai marché dans le Mirail parce que j'adore marcher dans les territoires et les quartiers. Et donc ça m'a plu. Je suis devenu directeur de la régie de quartier de Bellefontaine à l'époque, qui est donc une association d'insertion entre autres. Et ensuite, je me suis retrouvé dans une démarche politique à l'époque et donc dans une équipe municipale de gauche à Toulouse. Voilà, ce qui n'était pas prévu dans ma vie, hein, mais bon, ça s'est passé comme ça. Lié à l'économie sociale et solidaire, ça je suis tombé quand j'étais petit. Et donc un développement d'une économie autre que l'économie capitaliste telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà, et qui permet aux personnes d'avoir leur place, d'avoir aussi la possibilité d'être créateurs de leur projet de vie. Voilà, dans ce cadre-là, j'ai été aussi militant de la création d'une monnaie citoyenne sur Toulouse. Voilà, donc qui s'appelle le Sol Violette. Mais aussi militant donc sur les personnes qui sont privées de papier en France. Donc moi je dis pas sans papier, je dis bien privé de papier en France parce que les gens ne sont pas sans papier, ils ont des papiers de leur pays. Mais ça arrange toujours l'État de dire sans papier, en voulant dire, vous voyez, c'est des gens invisibles, on les connaît pas, ils sont dangereux. Non, non, il faut replacer l'État devant ses responsabilités. C'est l'État français qui prive les gens de papier en France, voilà. Donc je dis privé de papier en France. Donc ça c'est un autre point. Et puis j'ai gardé toujours mon métier d'éducateur spé parce que j'ai un diplôme d'état d'éducateur spécialisé, bien sûr. Et je suis en même temps formateur dans des écoles de travailleurs sociaux. Mais en même temps, j'accompagne des projets super terriblement beaux et géniaux de personnes qui veulent créer des entreprises sociales et solidaires sur leur territoire. Voilà, et donc avec des copains, on a créé une structure qui s'appelle Folie, formation locale et internationale à l'économie solidaire depuis 14 ans, 15 ans. Et donc on accompagne aussi des projets d'économie sociale et solidaire. On fait des formations aussi avec des habitants, avec des jeunes, avec des étudiants, avec des personnes qui ont envie de découvrir une autre économie. Voilà, du coup je suis un petit peu dans tout ça, dans toutes ces démarches-là, quoi. Peux-tu nous parler de la Réunion, ce que tu as aimé, ce que tu as pu voir au niveau culturel, au niveau sportif, et qu'est-ce qui a pu t'influencer pour le reste de ta vie? Alors la Réunion, ce que j'ai découvert en grandissant parce que c'est mon île, voilà. C'est plutôt, j'ai découvert la Réunion plutôt en contradiction de ce que j'ai découvert ailleurs après. Ah, Par exemple, à la Réunion, dans ma classe, moi, il y a toujours eu des personnes qui étaient musulmanes venant d'origine pakistanaise ou indienne, ou etc. Des Tamouls, des personnes chinoises, des Africains, enfin, etc. La Réunion, c'est un mélange de populations. Pour moi, je pensais que dans le monde entier, on vivait comme ça. C'est en arrivant en France que j'ai compris que tout d'un coup, tiens, qu'est-ce que c'est cette histoire du tchador là dont on parle pourquoi ça pose problème? Qu'est-ce que c'est? J'avais jamais compris ça. À la Réunion, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, ça posait pas de problème. On est entre êtres humains, voilà. On se respecte. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Il y en a, mais ce genre de choses-là n'existe pas. Voilà. Donc ça a été une première chose, c'est-à-dire se dire que dans l'humanité, on n'est pas tous pareils et que la richesse nous enrichit plutôt que
que les différences, par exemple, nous enrichissent et plutôt que de nous faire peur, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est important. Et voilà. Ensuite, à la Réunion, voilà, moi j'ai appris à être militant. Dès l'âge de 14-15 ans, je bloquais mon collège, j'étais meneur. On bloquait le collège contre, par exemple, la loi Debré qui voulait instituer 18 mois ou 24 mois de service militaire à l'époque. Et donc, voilà, on n'était pas pour le service militaire. Donc, voilà, donc très très militant. Plus tard, militant aussi sur la création de syndicats dans les entreprises. Pareil, démarche très importante. Création de maisons de chômeurs. J'ai créé la première maison des chômeurs à La Réunion, puisque c'est une île où il y a beaucoup de précarité de chômage. Donc voilà, maison de chômeurs qui a permis de créer des premières structures entreprises solidaires. On savait pas qu'on faisait de l'économie solidaire, je l'ai appris après. Hein. Et voilà, on a créé des tas de projets solidaires, envahir des terrains à l'époque, planter et de faire de l'élevage, puis de l'artisanat, puis enfin, etc., etc. Donc inventer des tas de projets de ce type-là. L'association des chômeurs qu'on a créée à l'époque existe toujours, malheureusement. Ça veut dire qu'il y a toujours beaucoup de chômeurs, mais bon, elle existe toujours. Elle est toujours dans cette démarche de création. Voilà, donc toujours très extrêmement militant. Partout où j'étais, marcher dans les quartiers à La Réunion, ça c'était ma manière de vivre, d'aller le soir dans des endroits où les autres disaient que c'était dangereux. Ben non. Moi, je disais que dans la ville où j'étais, par exemple, c'est un peu comme chez moi. J'ai pas peur d'aller dans n'importe quelle pièce de chez moi, donc je vois pas pourquoi j'aurais peur d'aller dans n'importe quel quartier de la ville. Donc voilà, ça a toujours été ça, et donc marcher. Donc j'étais éduxp au départ aussi sur les territoires, donc j'étais éducateur en milieu ouvert au tout départ, tout en créant des clubs de prévention à l'époque parce qu'il n'y en avait pas à La Réunion. Enfin voilà, c'est un petit peu ces démarches-là que j'ai créées, des régies de quartier qu'on a créées aussi sur la ville du Port par exemple, ou à Saint-Joseph dans une autre partie de La Réunion, enfin etc. Et mais voilà, c'est la demande de la population, à partir de ce qu'on ressentait. Bon, des fois, responsable mon responsable de service me cherchait. Il m'appelait, il me dit, mais t'es où aujourd'hui? On t'attend au boulot. Je suis au boulot. Je suis en train bloquer l'enceinte portuaire avec les dockers parce qu'ils sont pas considérés, ils sont mal payés. Et puis mon chef de service me disait, mais c'est pas ton job. Et je lui dis, si, c'est mon job de montrer aux gens qu'ils doivent se battre pour défendre leurs conditions. Et en même temps, c'est mon job parce que ça montre aux enfants de ces parents-là que dans la vie, il faudra se battre pour effectivement avoir sa place. Donc c'est mon job, donc tu me verras pas pendant 15 jours parce que je suis en grève avec les dockers, hein, voilà, ou je suis en grève avec les planteurs, enfin, etc. Donc voilà, c'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Voilà, et puis une vie un peu particulière d'avoir une maison ouverte, toujours ouverte. Le premier jour, je suis arrivé dans la maison où j'étais, que je louais, dans un quartier on appelait zone urbaine sensible, donc ça veut tout dire. Le premier jour, j'ai pris la clé de ma maison, j'ai jeté dans une poubelle, et j'ai dit ma maison sera ouverte, et voilà, elle a été ouverte pendant 20 ans. Donc j'avais des femmes battues qui pouvaient venir chez moi le soir en pleine nuit, ou la police qui amenait des jeunes qui étaient en fugue, ou des gens qui venaient faire des réunions syndicales chez moi, que je connaissais même pas, que je découvrais, parce qu'il n'y avait pas d'autres salles, donc ils venaient là. Des jeunes qui faisaient des soirées, boom, surprise party, ou tout ce qu'on voulait à l'époque chez moi, parce qu'il n'y avait pas de salle. Et donc un lieu de vie, qui a été le lieu de vie, des gens qui faisaient le tour du monde, comme il n'y avait pas d'hôtel dans la ville où j'étais, ils venaient dormir chez moi. Donc voilà aussi cette vie-là qui permet d'être en contact avec une autre réalité, une autre population. Et je pense avec vraiment ce qui fait de moi un travailleur social. Non pas fermé, mais qui va vers et qui ouvre des endroits, des espaces qui permettent aux personnes de pouvoir en rencontrer d'autres et de pouvoir créer, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce côté militantisme? C'est le fait de voir des injustices, c'est un caractère, ça vient de la famille. C'est quoi qui t'a inspiré? Il y a de tout ça. L'injustice à La Réunion, on la connaît tout le temps quand on est
à une moyenne de 29-30% de chômage sur le territoire rayonnais. Ça veut dire qu'on a des quartiers qui sont à 50-60% de chômage, donc il y a de l'injustice. Et donc ça, on ne peut pas l'accepter. Donc c'est un point. Moi, j'avais des copains qui étaient comme ça, qui ont grandi avec moi, qui se retrouvent au chômage. Bon, voilà, donc c'est difficile à vivre. La famille, j'ai une famille avancée pour l'époque. Hein. Chez nous, on votait toutes les décisions ensemble dans la famille. Donc voilà, on parlait d'un projet, on votait les enfants et les parents sur qu'est-ce qu'on choisissait. Donc c'est assez particulier. Si on se remonte 50 ans en arrière, on se dit waouh, une pédagogie particulière dans une famille. Voilà, mes parents m'ont toujours soutenu dans toutes les grèves et tous les mouvements que j'ai pu faire. Donc voilà. Et puis aussi un caractère de se dire on ne peut pas laisser faire. Et je ne peux pas avoir que de la tchatch, il faut être aussi en mouvement, il faut être aussi dans l'action. Et donc voilà, c'est tout ça, c'est tout ça qui a permis d'être dans une démarche de ne pas accepter, mais d'être en même temps de dénoncer, mais d'être aussi force de proposition, quoi. Tu as ramené quoi d'autre du point de vue culturel de la Réunion quand tu es arrivé en France métropolitaine? Le handball, Le handball. le handball, parce qu'en plus, bon, moi j'ai fait plusieurs sports dans ma vie, mais le sport qui m'a vraiment tenu, c'est le handball. Et ce qui était intéressant, c'est que on a créé un club de handball avec les copains en réaction à un club de handball un peu élitiste qu'il y avait sur la ville où j'étais. Et donc on a fait un club de handball qui était co-construit, co-géré. Donc les entraîneurs étaient, chaque entraînement était géré par un joueur différent, au fur et à mesure, et puis l'arbitrage pareil, etc. Donc on a appris ça ensemble, et puis jusqu'au moment où il a fallu un petit peu cadrer tout ça. Donc je suis devenu entraîneur, puis ça m'a pris, voilà. Et donc du coup on a créé un club très important, ouvert, où on avait des fois plus de 300 licenciés, hein, donc ouvert à la population, aux jeunes. On s'entraînait dans les quartiers sur du bitume. Et en même temps, on a créé un club qui répondait à la demande générale, mais en même temps qui, donc du coup, comme il y avait une base solide, a pu créer aussi de l'élite et la possibilité pour certains jeunes de sortir d'une fragilité économique et sociale grâce au handball. Et on a été le premier club à envoyer des gens en équipe de France ou dans des clubs de D1 en France, à 10 000 kilomètres de là. Mais notre club, il n'était pas qu'un club de handball. On faisait des soirées, on partait en montagne en sac à dos, on faisait attention au soutien scolaire. À l'époque, c'était donc des choses assez importantes pour la Réunion, donc on a fait tout ça. Et donc ça m'a fait connaître un peu sur la scène nationale, voire internationale, en tant qu'entraîneur. Voilà, je me suis formé au plus haut diplôme qu'on peut avoir au niveau fédération d'entraîneurs, donc de handball. Et pour des raisons familiales, quand il a fallu venir en France, c'est par le handball que je suis arrivé en France et j'ai entraîné à l'équipe de D1 à l'époque féminine de Toulouse. Voilà, et après le côté pro m'a pas non plus vraiment intéressé. Moi, c'est plutôt vraiment le terrain. Donc du coup, je me suis mis à entraîner des clubs, un club dans la banlieue de Toulouse, donc c'est le club de Balma, hein, que j'ai pris au plus bas niveau, mais vraiment au plus bas niveau qu'on peut avoir au niveau départemental et que j'ai amené au niveau national 3, donc en 4-5 ans, quoi. Donc voilà. Et après, donc le handball a fait partie pendant 30 ans de ma vie, mais avec une certaine démarche de règles de vie aussi, d'accord, un certain état d'esprit. Handball, c'est un sport collectif. On ne se plaint pas au premier coup, au premier choc. Je vise aucun sport, mais bon, voilà. Et en même temps, c'est une démarche très responsable. Donc du coup, c'est ce qui m'avait plu aussi dans le handball, que j'ai pu aussi utiliser en tant qu'éducateur spé à La Réunion, travailler avec des jeunes sur le sport. Alors le handball, mais j'ai fait du volley, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du basket aussi, donc voilà. Donc c'est un petit peu tout ça que j'ai amené de La Réunion, cet état d'esprit collectif, quoi. Quelle autre règle de vie tu as pu
extraire du jeu collectif le handball? Alors, du handball, c'est le fait d'avoir une démarche aussi peut-être de réflexion et de se dire que si on va arriver au haut niveau, entre autres, et si on veut quelque part en faire une règle de vie, on peut pas le faire tout seul. On doit le décider avec l'équipe, on doit décider de ce que l'on met en place. Et donc, ça m'a amené aussi cette action-là à conforter ce que je faisais déjà à La Réunion dans l'économie sociale et solidaire. C'est de dire que on doit être, quand on co-construit un projet, quel qu'il soit, laisser la place à tout le monde de pouvoir s'exprimer, de pouvoir effectivement apporter son potentiel, et donc d'être force de proposition et force de faire effectivement ensemble, et que la co-construction d'un projet, il aura plus de force si tout le monde a sa place et le construit ensemble. Et aujourd'hui, moi j'appelle ça donc que je développe beaucoup dans ma vie, c'est le développement du pouvoir d'agir, comment on peut agir ensemble. Quand je suis parti de La Réunion, le club a continué à vivre au plus haut niveau. Les joueurs ou joueuses avaient été formés au plus haut niveau d'entraîneur, d'arbitrage, etc. Ils avaient leur place, ils ont continué ce système-là. Et le club n'est pas mort. Donc, Comment il s'appelle? C'est marrant parce qu'on va retrouver... il s'appelle... dans le nom, il n'y a rien de sportif. Ça s'appelle le Foyer culturel Port. Le port parce que c'est la ville. Foyer culturel parce qu'on estimait que le sport était un outil culturel, mais il n'était qu'un outil culturel parmi tant d'autres. On a inventé, nous, par exemple, dans le handball à La Réunion, le fait que dans les mi-temps, on pouvait avoir des groupes d'artistes qui passaient, on pouvait avoir des gens qui venaient présenter ce qu'ils faisaient, enfin, etc. Et on était les seuls à faire ça, donc c'était un échange assez particulier et d'ouverture culturelle. Voilà, donc il y avait rien de sportif et on a gardé ce nom-là tout le temps. Voilà, et d'ailleurs, il y a un livre qui va sortir cette année à La Réunion sur l'histoire de ce club et de tout ce qu'il a pu amener au handball réunionnais d'une manière générale. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Et donc, vraiment, moi, ce que je retiens de La Réunion, de ma vie à La Réunion, c'est ma base de vie, c'est qu'on peut tous travailler ensemble, c'est qu'aucun projet n'est interdit et que tout est possible, qu'on peut bousculer la société et l'économie et la manière d'être de la société actuelle, que la révolution des fois, elle peut faire peur, et que moi, du coup, ça m'a appris cette démarche de dire que le R de révolution, si on l'enlève, le R du mot révolution, le R veut dire résistance pour la société, mais il peut dire rêve pour ceux qui ont envie de changer la société, mais il reste le terme évolution. Et si on fait plusieurs évolutions, plusieurs démarches communes ensemble, on fait une révolution quand même, d'accord, à petits pas, mais on arrive à changer les choses. Donc ça m'a appris tout ça, le développement du pouvoir d'agir des individus, c'est exceptionnel. Il suffit de regarder les yeux des personnes qui viennent parler d'un projet de vie, d'un projet collectif, d'un projet peut-être d'une vision d'avenir pour changer, etc. De regarder les yeux, comment ils brillent, comment ils voient effectivement leur devenir, pour se dire mais de quel droit on va dire en tant que travailleur social ou en tant qu'animateur ou en tant que personne dans la ville, à quel droit on va dire non, ou de quel droit on va dire non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on en sait de ce qui est possible ou pas possible? Il a les yeux qui brillent, il a les tripes qui sont en train de parler, donc il y a des choses qui sont possibles. Donc du coup, voilà, moi ça m'a appris que le monde des possibles est possible. Et aujourd'hui, je pense sincèrement à ça chaque fois que j'accompagne un projet ou que quelqu'un vient me voir un projet, j'écoute, mais je regarde les yeux, le comportement de la personne. Surtout des personnes, parce qu'il y en a plusieurs. Quand on voit que les gens sont en train de planer, rêver, qu'ils sont dans l'utopie, on se dit waouh, c'est le super projet, quoi. Donc il faut y aller, il faut avancer, etc. Voilà, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait une utopie collective dans notre société. Voilà, par exemple, l'utopie collective de se dire qu'on doit respecter le vivant. Le vivant. Donc le vivant, c'est pas que l'être humain. C'est la planète,
c'est les arbres, les fleurs, les animaux, enfin, etc. Le vivant d'une manière générale, c'est extrêmement important et que sans une partie du vivant, le reste ne vit plus. Donc oui, ça c'est important d'avoir cette démarche d'humilité. Il faut avoir cette démarche d'humilité. Moi je pense que les sachants, ceux qui sont sachants, ne sont pas humbles. D'accord? Ils connaissent tout, donc qu'est-ce qu'ils vont apprendre des autres? Moi j'apprends tout le temps des autres. Moi je suis avec les étudiants. Il faut voir la banane des étudiants, quoi. Il faut voir comment ils discutent de leur vie. Au départ, ils sont dans le doute. Je sais pas si vous... je vais donner une image. C'est un peu comme quand on est dans un brouillard dans une voiture. D'accord? On est un peu dans le doute, quoi. Le brouillard, on ralentit, on va pas trop vite. Ça fait peur. Qu'est-ce qu'on va découvrir? On voit des ombres, on voit des jeux de lumière, tout ça. Donc on va doucement, on est un peu angoissé. Et puis, au fur et à mesure qu'on prend le temps d'aller doucement, on découvre la route, et puis le brouillard va se lever tranquillement. On va pouvoir accélérer un petit peu, on va pouvoir découvrir des choses qu'on ne pensait pas voir. Et puis, à partir de là, on va avoir un projet pour aller quelque part. D'accord? Parce que le brouillard va se lever. C'est pareil pour tous les gens. C'est pareil pour un projet. C'est pareil pour un... Eh ben, ça, il faut qu'on l'accepte, quoi. Il faut qu'on soit humble et qu'on ne dise pas dans la voiture, non, non, on sait où on va, on sait comment on va faire, comment... Non, non, non. Tranquille. Zen. Co-construire ensemble, c'est important, quoi. Et ça, j'y crois, et je pense que dans toutes les formations, on devrait être comme ça. Et l'humilité d'un formateur, c'est de dire, je n'ai qu'une boîte à outils à présenter. Cette boîte à outils, je viens la présenter. Voilà ce qu'il y a comme outil là-dedans. Mais au fait, l'outil que je vous ai présenté, par exemple, si je vous présente un tournevis, ok, c'est pour dévisser, mais peut-être qu'avec l'autre côté du tournevis, il y en a peut-être qui auront envie de taper. Ben voilà, on accepte, hein, d'accord. La boîte à outils est peut-être pas complète, vous avez raison. Vous direz, créer quel outil? Ah ouais, on peut créer d'autres outils. Ah ouais, comment vous les voyez, les autres outils, etc. Nous, on n'apporte qu'une boîte à outils, d'accord, et elle est incomplète. Il faut accepter que d'autres puissent apporter d'autres outils pour arriver à créer quelque chose qui a du sens pour eux, d'accord, et pour mieux vivre ensemble. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est ce développement du pouvoir d'agir des gens, de dire qu'on est là pour faire en sorte que chacun se sente bien dans ses baskets. Et si dans ses baskets, il va dans une direction qui ne nous plaît pas, mais qu'il est capable de l'expliquer, on ferme notre gueule. D'accord? Il va dans ces directions, il explique pourquoi, il a compris pourquoi, les outils qu'on a amenés permettent d'envisager effectivement un chemin pour lui pour avancer. Et ben voilà, on a joué notre rôle. On a travaillé effectivement ensemble pour ça. On respecte. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Le livre qui va sortir sur le club de handball à La Réunion, est-ce qu'on pourra y voir des témoignages de ta part? Est-ce que tu l'as coécrit ou on pourra voir des choses que toi tu as pensé, que tu as mis dans ce club? Alors déjà sur ce livre-là, j'ai fait déjà la préface du livre. D'accord. Ça c'est sûr. Et après, dans les écrits qui viennent effectivement de joueuses, d'habitants du territoire qui ont connu ce club, c'est les moments de folie de ce club, il faut le dire, c'est les moments de folie de ce club. Il parle aussi de la maison dont j'ai parlé tout à l'heure, où le club de hand a pris naissance, s'est créé là, enfin, etc., ce lieu de vie. Donc il va y avoir effectivement aussi cette démarche un petit peu novatrice, mais en même temps, il va y avoir aussi quelque chose qui pour moi était important à l'époque, peut-être inconscient, c'est la place des femmes dans la société. Et c'est un club féminin. Et quand je suis parti, j'avais formé tout l'encadrement féminin, et donc c'est un encadrement féminin qui a continué à faire vivre le club, d'accord, au plus haut niveau. Et donc il parle de tout ça, effectivement, de tous ces concepts, de l'emploi, de l'école, de la place de chacun, enfin, etc. Donc ça parle de tout ça. Je suis en train d'écrire un bouquin là aussi, je sais pas si je vais le terminer, mais on l'a déjà coécrit là plusieurs sur l'économie sociale et solidaire et sur des projets qu'on a lancés en France et sur les résultats, sur la monnaie citoyenne par exemple, ou sur des projets sur des territoires urbains ou ruraux, style garage associatif, ou sur des restaurants associatifs, ou sur des projets de développement ruraux, enfin, etc.
donc qui reprennent les concepts et qui font parler les porteurs de projets, mais qui parlent aussi de l'accompagnement que j'ai pu faire avec eux pour les amener à vivre aujourd'hui, à en faire leur métier d'ailleurs, hein, c'est devenu leur métier. Donc là, il y a plusieurs écrits qui vont sortir effectivement dans l'année, quoi. Maintenant, par rapport au métier d'éducateur spécialisé et de travailleur social, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui veulent le devenir, qui veulent travailler dans ça, qui veulent l'être? Alors plusieurs choses. Alors les mots que je vais vous dire, c'est plusieurs chercheurs qui ont réfléchi, mais on vient d'en parler tous les deux aussi. Premier mot qui est important, il faut être passionné. La passion, quel que soit d'ailleurs éducateur, mais quel que soit le métier que vous voulez faire, c'est la passion. La passion, c'est ce qui vous portera. La passion, c'est pas été d'avoir été le premier dans la classe, parce que le premier dans la classe, très souvent, c'est de ressortir ce qu'on a appris sans comprendre comment on le ressort. Tandis que la passion, c'est un projet de vie qu'on ressort, c'est un projet qui a un lien direct avec les autres, c'est un projet qui va se vivre d'une manière collective. Et la passion, c'est ce qu'on a au fond de ses tripes, c'est ce qu'on a la lumière dans les yeux, d'accord, le plus beau projet du monde parce que c'est le nôtre, enfin, etc. Donc la passion, c'est le premier mot. Le deuxième mot, c'est la curiosité. Il faut être curieux, mais curieux de l'autre. C'est-à-dire, la curiosité, ça permet de se dire, je vais découvrir l'autre, je vais aller vers l'autre, je vais aller vers d'autres outils qui existent, d'autres projets qui existent. Aller vers l'autre. L'autre, c'est pas l'ennemi. L'autre, si on le connaît pas, on ne doit pas en avoir peur. Au contraire, c'est une richesse. Il y en a assez dans la société de faire croire que l'étranger, on doit en avoir peur. Que, effectivement, l'étranger, il ne porte effectivement que des choses mauvaises. Non, il faut arrêter avec ça. Donc, la curiosité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, soyons curieux, c'est le deuxième point. La créativité. Soyons créatifs, quoi. Sortons de systèmes qui ont montré que depuis des années et des années, des siècles, ça ne fonctionne pas. Ça détruit l'être humain. Donc, la créativité, ça peut permettre de répondre à des besoins et des attentes que on a besoin en tant qu'être humain pour vivre ensemble. Voilà, je vais vous donner un exemple simple. Les chercheurs ont compris que en France, il y a une partie de la population, 92%, qui est créative. Plus que les 8% qui restent. Vous savez qui c'est les 92%? Je laisse un blanc là pour que vous répondiez. Eh bien, les 92%, c'est les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus créatifs. Et les 8%, ce sont ceux qui ont plus de 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre 5 ans et plus de 5 ans? Un truc qui s'appelle l'école. L'école a détruit la créativité. D'accord? Donc voilà. Et après, un autre mot, c'est la sociabilité. Sociable. Social ne veut pas dire que j'accède à la société. Ça veut dire que je suis en capacité de vivre avec l'autre parce que je lui laisse sa place, je trouve ma place et que ensemble, on est capable de se respecter et d'avancer ensemble. C'est ça que ça veut dire aussi, de s'écouter et d'avancer ensemble. Donc c'est un petit peu tout ça. Je pense que le travail social, l'éducateur spé, c'est aussi tout ça. Voilà. Et trouver à ce moment-là des lieux qui vous permettent d'apprendre, mais aussi de pouvoir vous aussi apprendre aux autres ce que vous savez, aux collègues que vous aurez en formation, aux formateurs qui doivent apprendre aussi à être plus humbles, entre autres, d'accord, enfin voilà, etc., etc. Voilà ce que c'est pour moi, travailleur social, c'est aller vers et respecter les autres. Tu es formateur ici aujourd'hui à l'IFRAS. Est-ce que tu as un message à passer aux étudiants et étudiantes que tu suis? D'abord leur dire merci parce que j'ai appris énormément avec eux et avec elles. Énormément. Mais aussi aux équipes de formateurs qui ont accepté que je puisse intervenir d'une manière plus, peut-être un peu plus révolutionnaire, d'accord, avec des idées certaines fois d'action ou de formation qui sont ouverts, d'aller un peu plus dans la rue, d'aller au contact effectivement de quartiers
populaire, d'utiliser des outils d'éducation populaire ou d'éducation nouvelle. Voilà, ça c'est le point important. Et de dire aux étudiants, j'ai énormément appris avec vous et je vois que vous aussi, vous avez envie de faire en sorte que le métier que l'on pratique soit un métier de découverte de l'autre et un métier où vous pouvez vous exprimer et où vous pouvez aussi avoir ce que vous avez envie de découvrir, c'est accompagner et susciter une démarche avec les autres, avec les publics que l'on accompagne. Accompagner et susciter, ne pas faire à la place d'eux, d'accord? Ne pas décider avant. C'est effectivement à partir des besoins et des attentes des publics, comment on peut se mettre nous à disposition avec les outils que l'on a des publics pour pouvoir avancer et travailler avec eux. Je crois que ça c'est important. Donc moi je pense, parce que j'ai vu dans les projets, les moments qu'on a travaillé ensemble, j'ai vu que au fur et à mesure vous aviez la banane, vous y croyez. Alors des fois il y a certaines peurs qui sont liées aux examens, mais il faut passer au-dessus de ça pour vivre un métier qui est super beau, quoi. Voilà. Merci. Pour finir, est-ce que tu as un mot, un message personnel à faire passer à quiconque pourrait t'écouter Vivez vos passions, n'hésitez pas de les vivre et n'hésitez pas de mettre en place effectivement les outils qu'il faut pour vivre vos passions, de les partager, mais de vivre aussi les passions des autres et de les partager. Le mot passion est un mot très important, très intéressant. Merci à toi, Jean-Paul. Ben merci à toi et merci aussi à ceux qui nous ont écoutés de nous supporter. Hein. C'est pas simple. Voilà. Ça va. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt.